L'état civil se nomme Bruno Fidelis Messin. Il est présentateur événementiel, journaliste animateur à Nana FM depuis 25 ans. Il est également délégué du personnel, responsable des services juridiques, parajuriste, spécialiste du droit humanitaire. Il est également promoteur du droit de la femme et des enfants. Il a été 2 fois élu meilleur animateur du Togo par la NU des communicateurs. Acteur de cinéma, responsable de l'agence événementielle Eminence, il est secrétaire général du conseil de trône du royaume traditionnel des Guets à Glidi. Notre ami est président du conseil et chef de la famille Kouto Messin et Ali. Il est marié et père de deux adorables enfants. Merci beaucoup, chers amis. Et merci pour l'honneur qui m'est fait de m'avoir invité à parler avec vous de la tradition du peuple Guin. Ce sera des échanges et un rendez-vous de donner et de recevoir. Ce n'est pas un cours magistral qui sera donné, mais c'est un partage. La plus grande responsabilité d'un peuple, c'est de transmettre d'une génération à une autre sa culture et son histoire. Si un peuple manque de transmettre la culture et l'histoire, ce peuple va à la déperdition. Le peuple qui ne peut pas accomplir cette tâche vitale risque de perdre son identité, et un peuple qui perd son identité cessera plus tôt ou tard d'exister, même physiquement. Les sociétés africaines possèdent des repères temporels souvent basés sur les rites et rituels religieux. Nous allons, en ce qui nous concerne, parler des traditions des Guins et de la religion importée. Les Guins du Togo forment une communauté pluriethnique aux origines diverses. Quand on parle du pays Guin, il y a majoritairement les Toubans. C'est les premiers venus. Quand on parle des Toubans, c'est ceux qui s'appellent Foli, Kani, Aïlé, Ayoko, Haïté, Ama. Ce sont les Toubans. Mais à côté des Toubans, nous pouvons identifier les Akagban. Les Akagban, ce sont les Laoson. Au Togo, on a plus de 120 lignées des Laoson. Et ils sont disséminés un peu partout en Afrique de l'Ouest et au-delà. Quand vous allez aujourd'hui en Centrafrique, vous trouverez les Laoson. Au Nigeria, vous avez les Laoson qui sont nigériens. Mais ce sont toujours ceux qui sont partis d'ici et qui se sont installés ailleurs. Donc, ce sont les Akagban. Eux, c'est les Laté, les Latévi, les Boé, les Nadou, les Kokovi, les Tchotcho et autres. Ce sont les Akagban. Il y a les Adangbe, Dédé Koko Mamblé, qui sont visibles par les scarifications qu'on trouve sur la main gauche des jeunes dames. Les hommes peuvent s'appeler Tété, Tété, Été. Si on prend Monseigneur Feu Nicodème Bariga Bénissant, il est Adangbe. Au Togo, on peut trouver les Adangbe dans les lacs, mais aussi dans le Zion. Il y a une grande communauté qui se trouve aussi dans le Zion. Ils ont même un village qu'on appelle Adangbe, non loin de Batopé, donc sur la route de Tablibo. À part les Adangbe, on a les Sampé. Ce sont les Akouis.
Eux s'appellent Kpakpo, Adouayi, et Adoudé, Adoukoué, ce sont les Sampé. On a les Ela. Les Ela, ce sont ceux qui s'appellent Adjé, Adjété, Adjoko, Télé, Teko, Sewa. Habituellement, eux font le rituel de Kwanchonchon. Ce sont les Ela. On a les Niblins. Les Niblins, Eklou, Djachoubé, ce sont les Niblins, ça. On a les Djagblé, les Abbés, par exemple, sont de la lignée des Niblins. On a les Anais ou les Adigo. Les Anais, pourquoi? Parce que ceux d'Accra appellent ceux qui sont venus de l'ouest les Anais. Comme ils se sont retrouvés ici, on les appelle les Anais, mais au fait, c'est les Adigo. Adigo, au fait, est un fétiche apporté par cette communauté. Au fait, ce sont les Fanti. Ce sont les Fanti, mais ici, on les identifie aux Adigo ou à Rwandigo ou les Anais. Donc, ils sont à Léor, ils sont vers Agoué, Digo, et disséminés dans quelques villages dans l'espace culturel Gain. À part les Adigo, nous avons les Djossi. Les Djossi, ce sont ceux qu'on appelle les Nikwe, les Adevi, par exemple le professeur Gaïbo, et les Djossi. Nous avons les Adja, puisque ce sont les Adja qui ont autorisé les gens de Glidi à s'installer au temps du roi Adja Karoumambou, quand ils se sont installés sur le plateau de Glidi en 1663. Ils sont allés demander la permission au roi des Adja, Atado, qui leur a donné la permission de s'installer sur ce plateau. Donc, il y a une partie des Adja qui a migré et qui est venue se mélanger pour que la plupart de ces fugitifs, puisque les Gants qui sont venus s'installer d'abord sur le plateau de Glidi étaient des fugitifs, ils avaient fui la guerre et la plupart sont des hommes et il fallait prendre des femmes et ils ont pris les femmes chez les Adja, chez les Wati. Mais bien avant leur installation, il y a les Plats et les Pira qui sont des pêcheurs saisonniers. Eux, ils viennent faire la pêche, après, ils repartent. Mais bon, entre-temps, ils se sont sédentarisés. Mais par la suite, quand il y a eu la bataille de 1795, qui a précipité le déclin de Glidi, certaines familles ont quitté Glidi pour venir s'installer à la plage. Du coup, ils ont forcé les Plats à se retirer et ils sont repartis vers Grand Poko. On a les Keta. À part Glidi, vous voyez les villages que vous trouvez jusqu'à Baroubé. Vous allez voir Keta Zalivé, Keta Asukopé, Keta Gbantokopé, Keta Nirokopé. Donc, les Keta sont les oncles maternels de Folie Bébé. Donc, quand Folie Bébé et les siens ont fui Accra, ils se sont d'abord installés à Keta. Et quand ils ont voulu continuer la route, certains de leurs oncles les ont accompagnés. Et eux, ils se sont installés à côté de leurs neveux. Donc, il y a les Keta, c'est eux qui s'appellent les Sassou, les Fui, les Foué. Donc, c'est les Keta. Mis à part ce peuplement, il y a les Afro-Brésiliens. Si vous voyez aujourd'hui les de Souza, qui sont à Néhan, puisque la presqu'île d'Adido a été vendue par le roi Sekmon, qui est un roi des Adigo, à Tchatcha Francisco de Souza Ier, qui était un négrier.
Donc il avait fui un peu Ouida. Il est venu s'installer à Nehor. On lui a vendu la presqu'île d'Adido. Donc ses enfants, bon, dont Isidore, qui était resté ici à la mort de son père, il est retourné à Ouida, où il a été le Tchatcha 2. Donc il y a les Afro-Brésiliens, les Portugais. Pourquoi à Nehor, vous pouvez trouver les noms comme Gonçalves, da Silveira, da Cruz, de Gonzague. Ce sont les Afro-Brésiliens et les Portugais qui, après l'abolition de l'esclavage, sont venus s'installer sur notre côte. D'autres étaient déjà là pour les commerces. Il y a aussi les métis, c'est-à-dire les blancs qui faisaient le commerce sur la côte. Parfois, bon, ils sèment des germes et ils repartent. Ou bien, certaines femmes ne veulent pas laisser leurs enfants partir. Donc, si on prend les Fabres, par exemple, ce sont les métis de chez nous. Si on prend, il y a les Williams, il y a les Somborne, par exemple, ce sont les métis qui sont restés chez nous et qui sont considérés comme tels. Les Franklin, les Wolf, qui sont des métis allemands, il y a d'autres métis danois qui sont là. Donc, il y a aussi les Yoruba, hein, puisque les Yoruba sont des commerçants, et aussi ce sont de grands féticheurs. Donc, il y a, quand vous allez aujourd'hui à Nehor, vous trouverez les Maboudou. Ce sont les Yoruba qui sont venus rester, vous trouverez les Bioku, qui sont des Yoruba qui sont là. Il y a d'autres, beaucoup de familles. Yoruba, bon, je ne vais pas me permettre de lister toute la litanie, mais il y a les Yoruba qui sont là. Ils sont pour la plupart restés à Adido. Il y a même aujourd'hui les Aoussa. Puisque à Adido, on a un quartier qui s'appelle Zongo. Il y a même un chef quartier qui est à Oussa, qui est à Nehor. Donc, en fait, à Nehor, on peut dire que c'est le monde. Parce que à Nehor, c'est peuplé sur plusieurs générations. Donc, les tout premiers venus, ce sont les gens de Glidi, qui sont venus en 1663. Les Agdigo sont venus en 1666. Et puis, il y a eu les migrations successives. Et qui, aujourd'hui, à Nehor, continuent d'être peuplés. Puis, il y a d'autres familles, ceux qui ont travaillé un peu dans le milieu, qui ont construit. Bon, ils ne sont plus partis, mais ils sont là et ils sont acceptés. Le pays Guin s'étend de Kogan Gotika. Donc c'est là où commence la préfecture des lacs avec la décentralisation. On peut parler des lacs 3 à Godrafort. Commence par Kogan Gotika jusqu'aux confins de Agomeglozu, qui est un canton dans le Bas-Mono. C'est là le point culminant. Mais tout autour, jusqu'à Grand Popo, tout autour du Mono, Adamé, Aklakou et autres font partie de l'espace culturel Guin. Donc tous ces pays, tous ces villages, tous ces cantons, aujourd'hui, faisaient un seul bloc avant. Et c'est Glidi qui régnait. Glidi avait régné de Grand Popo jusqu'à Moulagan, au niveau du Ghana. C'est pourquoi le Guingbé, qui est une langue créole. Parce que quand les gens ont fui Accra, Elmina et autres pour venir s'installer sur le plateau, qui est appelé aujourd'hui le pays Guin, ils ont perdu pour la plupart leur langue d'origine. Il y a d'autres langues qui se sont greffées. Et le Guingbé que nous parlons, que les gens appellent abusivement Mina. Parce que pourquoi les gens appellent Mina? Parce que ceux qui sont à Nehor, que les Blancs sont venus trouver, ce sont les Adigo, qui sont venus d'Elmina.
Donc, pour les Blancs, la langue que les gens d'Elmina parlent, c'est le Mina. Or, c'est le Gengbe. Aujourd'hui, il y a cette guerre qui se fait. C'est une guerre identitaire. Mais le Gengbe, c'est un créole. Les Toubans ne peuvent pas dire que c'est leur langue. Les Adigos ne peuvent pas dire que c'est leur langue. Les plats, les Adangbe et autres ne peuvent pas dire que c'est leur langue. Puisque c'est un mélange de tout. Par exemple, si je dis Odikou, on dit que c'est le Gengbe. Mais en fait, c'est une langue Yoruba. Odikou, Otoleme. Tu as maigri. Donc, c'est greffé dans le Gengbe aujourd'hui. Si on parle de Flessé, c'est allemand. Si on parle de Gafou, c'est allemand. Mais tous ces apports, puisque la langue, elle est dynamique. Et de génération en génération, ce n'est pas le Gengbe que ceux qui se sont installés dans l'espace Guin parlaient il y a 300 ans que nous parlons aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine dynamisme de la langue. Aujourd'hui, nous avons l'apport du français. Il est difficile à quelqu'un aujourd'hui de parler le pur Gengbe sans faire rapport à une langue extérieure, soit le français ou l'anglais. Par exemple, le soir, nous disons good evening. Good evening, c'est en anglais. Le matin, on dit good day, ou bien vers midi, on dit good day. Good day. Donc, ce sont les apports de ces différentes langues qui font que le Gengbe est un créole, une langue de communication, une langue véhiculaire parlée sur toutes les places des marchés sur le territoire national. Donc de Lomé à Saint-Cassé, si vous allez dans une contrée, vous parlez le Gengbe, vous trouverez toujours un locuteur. Et le Gengbe n'est pas seulement parlé au Togo. C'est au-delà, c'est de Keta à Cotonou. Parce qu'à Cotonou aujourd'hui, même Cotonou c'est franchisé. C'est Cotonou et Koubetonou. Et le premier quartier de Cotonou, c'est Guinkomé. Puisque ce sont les Guins qui sont allés créer ce quartier. Parce que c'est Cotonou est un marécage. Et Koubetonou, quand tu viens là-bas, bon, on peut facilement mourir, quoi. Et Koubetonou. Donc, le Gengbe est parlé de Keta à Cotonou. Bon, maintenant, les traditions. En latin, la tradition veut dire traditio. C'est une action de transmettre un enseignement, des légendes, des doctrines, des coutumes, des us et coutumes, de manière orale. C'est ça la tradition. On parle de la tradition judéo-chrétienne. Une partie, ce que font les Juifs, ce que les Juifs devenus chrétiens ont adopté. Et aujourd'hui, quand on parle de tradition judéo-chrétienne, les Occidentaux se l'approprient. Mais ils ne sont pas Juifs. Il est vrai que les Juifs ont immigré vers les pays occidentaux pour fuir la guerre qui se déroule toujours encore en Palestine, parce que bon, on nous a promis un sauveur. Les vrais Juifs attendent toujours le Messie. Pour eux, Jésus doit être un grand justicier qui doit venir et mettre fin. Peut-être qu'il doit descendre du ciel. Mais pour eux, ils ne pensent pas que l'enfant Dieu peut avoir cette humilité de s'incarner dans le ventre d'une femme, faire 9 mois, naître, vivre comme tout enfant ordinaire avant de commencer le ministère public à 30 ans. Pour les Juifs, ce n'est pas pensable. Donc, pour les chrétiens, oui, c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui est un, celui qui doit venir absoudre leurs péchés et leur donner le salut. Les Guins, depuis la nuit des temps,
pratiquent des traditions propres tout en pratiquant des rites devenus constitutifs de l'identité des Guins, organisés autour du calendrier lunaire des fêtes Épée, le Nouvel An. Pour le Guin, nous avons 13 lunes. Chaque semaine, pour le Guin, ça fait 7 jours. Et chaque mois fait 4 semaines. Si on fait 4 fois 7, on trouve 28. Et pour que l'année change, il faut 13 lunes. Si on fait 28 fois 13, on trouve 364, qui n'est pas loin du calendrier grégorien, qui fait 365 jours, un quart. Donc chaque 4 ans, on nous dit que ça fait l'année bissextile. C'est le pape Grégoire qui, en 582, je pense, a consulté quelques astrologues et autres, et on refait le calendrier. Sinon, les Guins ont leur calendrier. Chaque semaine compte 7 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Et chaque semaine fois 4, ça fait un mois. Ça fait une nouvelle lune. C'est comme le cycle d'une femme. Donc, nous avons 13 lunes. Ce qui fait que, à partir de juin, on commence notre calendrier par la cérémonie de Sédodo, qui est la cérémonie des interdictions. C'est-à-dire, à partir de là, on ne doit plus jouer du tam-tam, on ne doit plus crier. S'il y a des funérailles, on ne fait plus de funérailles grandioses. Ça peut avoir une ressemblance avec ce que font les chrétiens, c'est-à-dire la période de carême. Donc, à part ces dodos, quand on avance, il y a la première cérémonie qui est le rituel de pardon, et Situtu, qui se fait dans le premier quartier d'Anéron, qui est Fantekome. Et c'est fait par les adeptes de la divinité Nambosomafli, c'est-à-dire pour les Guins, la baleine est une divinité. Et on a un couvent à Fantekome où les adeptes, déjà, la cérémonie se fait toujours le vendredi. Et déjà, à la veille, le jeudi, on commence les cérémonies à la plage. Et le matin, on revient à la place publique de Fantekome, où on regroupe les prêtres, les prêtresses et tout le peuple, même les hauts dignitaires. Le roi vient. Et pour faire cette cérémonie, on prend l'eau de la mer, on prend l'eau du Baga, c'est-à-dire l'eau de la lagune, on prend l'eau du Haro, on prend l'eau du Zior, on prend l'eau de la première pluie de l'année. Donc, les initiés, quand la première pluie de l'année tombe, ils recueillent ça. On prend ça. Il y a même l'eau du Nil qu'on recueille, qu'on amène, et avec quelques herbes. Et on prépare l'eau lustrale que nous appelons Tchessi. C'est avec cette eau qu'on se purifie. Parce qu'on se dit que pendant toute une année, peut-être qu'on aura eu à offenser la terre-mère, qui est la terre nourricière. On a eu à offenser le ciel. On a eu à offenser l'air. On a eu à offenser le feu. Comprenez les 4 éléments constitutifs de la nature que les Blancs nous ont apportés. Nos aïeux connaissaient ça bien avant la pénétration des Blancs. Donc, c'est avec cette eau lustrale qu'on se purifie. Donc, après la cérémonie des interdictions, la grande cérémonie qui se fait, c'est la cérémonie de Situtu à Fantekome,
par les adeptes de Nabosomafi, accompagnés bien sûr des autres prêtres. J'ai oublié qu'on prend aussi l'eau de Koleto, parce que Mama Kole est une grande divinité. À Degbenou, il y a un petit quartier qu'on appelle, aujourd'hui les gens l'appellent Kwekome, mais c'est Podikome, Koleto. Donc on va chercher aussi l'eau de la divinité Kole qu'on ajoute. Donc c'est toute une cérémonie et c'est beau à voir. C'est beau à voir. Après cette cérémonie qui se fait toujours le vendredi, le samedi, dimanche, on ne fait rien. Le lundi, on fait une autre cérémonie qui est la cérémonie Motata, c'est-à-dire préparer le chemin pour le retour des divinités. C'est le lundi, on le fait. Et le mardi soir, on fait une autre cérémonie de purification. Cette fois-ci à Djamadi, ce sont les là qui font ça. À la Domé ou la Gonou. C'est la deuxième cérémonie de purification. Avec tout ce que je viens de citer qui rentre dans la composition de cette eau. Maintenant, il y a aussi Djinn Kolobo et autres. Bon, à Poudira, on dit. On prépare et ce sont les initiés qui le font. Mais tout le monde peut prendre cette eau, peut se laver, peut prendre dans une gourde, le ramener à la maison. Les hommes peuvent se doucher pendant 7 jours, les femmes pendant 9 jours pour se purifier. À chaque fois, bon, si toi-même tu sens que tu as fait quelque chose de mal, en se douchant, on se confesse. Donc ce n'est pas le blanc, le prêtre qui a amené la confession, qui fait partie des 7 sacrements de l'Église. Les Guins connaissaient déjà la confession avant la pénétration des blancs. Donc, tu fais cette confession. On peut aller le faire au prêtre, on peut le faire entre nous et on peut le faire aussi personnellement. Puisqu'il y a cette relation qu'on appelle la relation verticale entre toi et le Créateur et à la relation horizontale entre les amis, les humains que nous sommes. Donc, après la deuxième cérémonie de Situtu, qui se fait le mardi, le mercredi, on ne fait rien, et le jeudi, on se retrouve à Kwekome. C'est là où on distribue 2 petits paquets. Souvent, c'est... comment je peux l'appeler? Eblichro, comment je peux l'appeler? Non, l'épi, ce n'est pas l'épi de maïs. C'est-à-dire, bon, l'enveloppe dans laquelle se trouve l'épi de maïs, on met 21 graines de maïs dedans. On l'attache. Et après prière, on le distribue. On l'envoie dans la maison des chefs. Dans le pays a cette particularité d'avoir 3 trônes. Il y a le trône de Glidi, qui est le plus ancien, le trône des Adigo et le trône des Lawson. On amène ça, les prêtres amènent, nous disons, Eblikui Maman, au Makwe. Et dans l'enveloppe se trouve 21 graines. Le jour où on a distribué, quand on te l'amène, tu enlèves une graine. Chaque jour, tu amènes, enlèves, et le dernier jour, la dernière graine, constitue le jour de la prise de la pierre sacrée. Et le jour de la prise de la pierre sacrée, c'est toujours un jeudi. Il y a d'autres cérémonies qui se font. On fait la prière pour les veuves, les orphelins, les sans-abri, les démunis. Nous connaissons tout ça avant que, bon, on nous parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 juin 1948. On connaît qu'il y a des démunis, on sait qu'il y a des veuves, on sait qu'il y a des orphelins, qu'il faut les protéger. Le jour de la
pierre sacrée, de la prise de la pierre sacrée, il y a d'autres cérémonies qui se font. D'ailleurs, la nuit, à minuit, chacun vient à la forêt sacrée d'Avek Bachon. Torse nuit, il n'y a pas de lumière. Et chacun vient prononcer ses prières. Chacun vient faire ses vœux à la forêt. Parce que nous pensons que les puissances tutélaires se trouvent dans la forêt. Et chacun vient faire ses vœux. Et le matin, il y a un tam-tam sacré qui vient de Djossi, qui passe par l'Olomé et qui ne passe que par la lagune, qu'on appelle Akrima. C'est Akrima qui enlève les interdits. Quand on amène Akrima, Akrima est accueilli par les prêtres de la divinité Sakuma et Kolé, et on l'amène d'abord dans le couvent de Sakuma, dans le couvent de la divinité à Takwesu, et puis après dans le couvent de Mama Kolé. Quand le tam-tam Akrima résonne, on sait qu'à partir de ce jour, une partie des interdits est levée. Et maintenant, on peut commencer par jouer du tam-tam. Et maintenant, ceux qui sont les initiés, parce que ce ne sont pas tous ceux qui vont à Gbachoméou, à la cérémonie de la pierre sacrée, qui vont dans la forêt. Et il y a des initiés qui vont dans la forêt. C'est eux seuls qui peuvent aller suivre les rituels jusqu'à la prise de la pierre sacrée. Et le soir, on amène la pierre et il n'y a qu'une seule pierre. Mais à chaque fois qu'on prend la pierre, on fait des consultations ésotériques avec le Fa, qui est une science divinatoire. C'est le Fa qui désigne la couleur que doit prendre la pierre, et c'est le Fa qui délivre le message de la pierre avec les sacrifices à faire. Et la prise de la pierre sacrée est le point culminant de la tradition du peuple guin. C'est le point culminant. Après Sidodo, c'est la plus grande cérémonie. Après les deux Situtu, c'est le point culminant. Maintenant, quand on prend la pierre, on connaît la couleur, on connaît le message, commencent d'autres cérémonies. Le matin, c'est-à-dire le jour suivant, le vendredi, il faut préparer du haricot rouge aux jumeaux, parce que chez nous, nous pensons que les jumeaux sont comme des génies. D'ordinaire, c'est un enfant, pas grossesse. Mais s'il arrive qu'une grossesse nous donne 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, et puis on pense que c'est des génies. C'est-à-dire c'est des esprits qui se sont incarnés. Et les jumeaux qui sont vivants, on leur donne à manger. Ceux qui sont décédés et qu'on a reproduit, puisqu'on fait la reproduction, les Vénavis, au Job Vénavia, les catholiques font les statues des saints. On nous refuse de faire les statues de nos jumeaux. Comprenez? Et choisissez vous-même. Donc le matin, on fait ça. Le soir, tout le peuple converge vers le cimetière. On dit, on va vers nos morts pour leur dire, vous êtes partis. Nous sommes toujours vivants. Nous vous demandons la permission de nous donner de la consistance, de l'énergie pour continuer la route. Et on essaie d'arranger les tombes et on fait des prières sur les tombes. Et à Glidi, le soir là, il y a un tam-tam qui sort. On appelle la métamou. Parce que celui qui a donné le prestige même à Glidi, c'est le deuxième roi, Assion Kontadien, qui est le fils de Folie Bébé, il était un roi mystique. Lui n'est pas mort et enterré. Il s'est transformé en argile. Donc c'est un roi mystique.
Donc, quand il faisait la guerre, puisqu'il était même chef de guerre à Abomey. Donc, quand il est venu à la mort de son père, c'est lui qui a régné. Il a régné pendant 40 ans. Donc, pour ces hauts faits, bon, bon, je voudrais pas vous montrer, mais sur ce tam-tam, il est griffé les crânes humains. Les crânes humains, c'est Ametaou. Donc, quand Ametaou sort, Ametaou ne sort que 2 fois dans l'an. La nuit de Ngoliyogbe et le jour de l'immolation des bêtes par le roi de Glidi. Donc, quand Ametaou sort, on le fait passer dans les grandes maisons des lignées princières. Et les femmes qui peuvent toucher Ametaou sont les femmes ménopausées. Les femmes qui continuent par avoir un menstru ne peuvent pas toucher Ametaou. Donc, Ametaou sort vendredi soir et samedi matin. Le samedi matin, c'est le roi de Glidi qui, le premier, va faire les prières au temple mystique, là où Action Bondadier s'est transformé en argile. Et c'est là où on commence par immoler les bêtes. Quand lui, il fait, maintenant, il ouvre maintenant la voie à tout le peuple. Et on commence d'autres cérémonies. Le mardi, il y a le carnaval qu'on appelle Ekmachonchon. Et c'est uniquement les Ela qui le font. Mais bon, comme c'est tout le peuple, il y a d'autres aussi qui s'ajoutent. Mais prioritairement, ce sont les Ela. Ils font ça mardi, mercredi et le jeudi soir. À la fin de ce carnaval, et on dit Ekmaïho. Si l'année doit être bonne et le calcul est bien fait, le jour Ekmaïho, il y a la nouvelle lune qui sort. Et les gens disent qui rentrent dans la nouvelle année. Mais auparavant, quand le roi immole les bêtes le samedi, le dimanche déjà, on commence par présenter les vœux de nouvel an. Donc, à partir de Glidi, les autres contrées peuvent commencer par fêter Yekeke. Cette année, le rituel de Péekpe, puisque nous sommes à la 361e édition, va prendre fin le 5 décembre avec le retour des divinités à la mer. Nous disons Vodou Diapo. Donc il y a un pique-nique qui se fait à Glidi pour clôturer toute la fête, le dernier dimanche. Et à partir de lundi, on commence les rituels. Donc cette année, le pique-nique se fera le 1er décembre. Et à partir du 2, on commence les rituels. Et le jeudi 5 au soir, chez les Ajavons, à Boulouakou. Donc c'est à Pouloupa qu'on fait le dernier rituel avec Vodou Diapo. Avec Vodou Diapo, les cérémonies de Épée prennent fin. Donc c'est un calcul qui est fait par les initiés. Il y a ceux qui sont de Atasakouman et de Mama Kole, c'est eux qui font le calcul. Après, il y a les collègues de Gounon qui agréent et on va vers le chef pour leur dire voilà, et on fait encore des consultations ésotériques. Donc les rites tournent autour de 41 divinités. Donc les plus représentatives, il y a Mama Kole qui présente la pierre, Atasakouman qui est le gardien de la forêt sacrée, il y a Takwesu qui est le dieu de la guerre, il y a Avunupu, bon, il y a 41 divinités, si vous voulez, je peux vous les citer. Donc, depuis l'aube des temps, l'humain déploie des trésors d'ingéniosité pour se concilier les bonnes grâces du Créateur ou de la force immanente considérée comme telle. Les couleurs dominantes des divinités des gains, la couleur dominante, c'est le blanc.
c'est le symbole de la pureté et de la lumière. C'est le blanc que nous portons. Nous avons d'autres cérémonies, par exemple les cérémonies de baptême pour la sortie du nouveau-né. Généralement, en pays gain, c'est le 8e jour qu'on le fait. Et si c'est un garçon, on prend quelqu'un qui a une bonne moralité et qui porte le même nom que portera le garçon. Si c'est Ama qui doit le faire sortir. Mais pas n'importe quel Ama. Pas un mécréant. Mais celui qui est un exemple. Si c'est une fille, si elle doit s'appeler par exemple Ayele, c'est une Ayele qui doit présider la cérémonie avec le concours des tassinons et autres. Seuls les plats et les pédas ne font pas la sortie de nouveau-né le 8e jour. Eux, ils le font suivant l'apparition de la nouvelle lune. Donc, tout est codifié en pays gain. Les funérailles et les veuvages aussi respectent des rites. Chez les Adigo, c'est différent de chez les Toubans, c'est différent de chez les Adangbe, mais tout est codifié. Et comme les différents clans et sous-clans s'entremêlent et se prennent des femmes ou des maris un peu partout, ce qui fait que, bon, chacun essaie de porter ou bien de prêter main forte à l'autre quand il y a des rites à faire. Chez les Gains, être privé d'honneur funèbre est une honte. Quand on refuse de te faire des funérailles, c'est une honte. Quand on meurt, on doit être enterré dignement. Il y a des rites qui se font pendant tout le processus que doit durer les funérailles. Mais bon, pour certains, on refuse de le faire. Par exemple, pour les criminels, ceux qu'on a accusés d'être sorciers, pour quelqu'un qui est trisomique, par exemple, pour quelqu'un qui est atteint de la démence, on considère qu'on ne peut pas faire des funérailles. On fait quelque chose de sobre, mais pas de funérailles grandioses. Pour les débiteurs insolvables aussi. Ou ceux qui sont tués par le dieu de la foudre, le dieu Hebieso. On considère que eux-mêmes, on ne les enterre même pas. On les expose et tous les soirs, on met du feu. Ouais. C'est pourquoi, quand Agdeli, par exemple, ceux qui sont de la famille Agbagla, Agbagla, celui qui surveille le cadavre exposé. C'est du Agbagla Vivier, c'est d'où le nom est venu. Agbagla. Comme les Yoruba, quand on dit la personne s'appelle Balogun et Booton. Balogun et Booton. Donc il y a de ces noms qui sont restés quand quelqu'un s'appelle Akakbo, par exemple. En fait, Akakbo, c'est celui qui tient le sac du Bokono. Hein? Il y a de... Bon. Il y a des... Bon, il faut expliquer pour que les gens comprennent. Les Gains, malgré tout, sont des monothéistes. Vous allez me demander pourquoi. Ils croient à un être suprême qui a créé les autres divinités de l'univers. Ils l'appellent Mahou, c'est-à-dire l'invincible, l'immortel, le tout-puissant. Et les 41 divinités agissent sous le regard tutélaire de Mahou Segbolissa. Les Gains croient en un Dieu suprême.
mais il pense que le Dieu est trop loin. Et que pour lui parler, c'est comme les catholiques qui parlent aux saints. C'est-à-dire que, ou bien on parle à Marie, on dit que à Jésus per Mariam, c'est-à-dire à Jésus par Marie. Pour eux aussi, comme Dieu est trop loin, pour l'atteindre, il faut passer par les divinités qui peuvent lui transmettre nos messages. Donc, on ne peut rien faire sans consulter le Fa, la géomancie divinatoire, qui indique le chemin à suivre et les sacrifices à faire. Ayant déjà à cœur l'existence de l'être suprême, Ata Maoukitikata, qui veut dire Dieu, Seigneur Tout-Puissant. Maou Kokorabi, Dieu immortel et éternel. Les gains, tout en adorant les divinités tutélaires, sont persuadés de vénérer le Maître Tout-Puissant. C'est pourquoi la pénétration de la religion révélée, le christianisme, s'est faite en la pénétration. Il faut trouver du lubrifiant. Ou bien mettre un peu de salive. C'est pourquoi la pénétration de la religion révélée, le christianisme ou l'islam, s'est faite en toute douceur. En mars 1843, le premier culte chrétien a été célébré au palais Loulan, qu'on appelait New London, là, chez les Lawson. Le lieu est toujours là. Si vous rentrez au palais Royal Lawson, demandez qu'on vous montre là où on a célébré le premier culte. C'était un culte méthodiste en 1843. Mais c'est en 1852 que la reine Victoria d'Angleterre scelle un accord avec les chefs du pays gain pour l'abolition de l'esclavage et l'établissement des missionnaires pour la propagation de l'évangile, de leur permettre la construction des chapelles dans les villages importants et prévoir à l'écart de chaque village un cimetière pour enterrer les chrétiens. Vous allez voir aujourd'hui, si vous allez à Glidi, il y a un cimetière chrétien. Quand vous rentrez en Glidi, c'est à droite et le cimetière profane est à gauche. C'est parce que la reine Victoria avait signé cet accord avec les rois et un pays gain. Et pour sceller cet accord, la reine Victoria a envoyé 3 cannes. Une canne au responsable de Goumkopé, une autre à Gaudrafort et une autre canne à Glidi. C'est aujourd'hui toujours visible au palais de Glidi. Mais si vous allez, c'est le régent qui est là aujourd'hui, vous demandez la permission et le régent demande à ce qu'on vous sorte la canne. Vous allez voir. Bon, je dois avoir sa photo, mais je ne sais pas. J'avais voulu, mais bon, on peut organiser une visite puisque je suis le secrétaire général du Conseil de trône. Donc, je vais baliser le chemin. Et vous allez voir cette canne qui a été remise au roi de Glidi le 28 janvier 1852. C'est ainsi que certains autochtones se sont convertis au christianisme tout en préservant jalousement les us et coutumes de leurs ancêtres. Vous allez me dire que c'est du syncrétisme. Donnez le nom que vous voulez. Aujourd'hui, les religions importées cohabitent en parfaite symbiose avec les religions traditionnelles. Je n'en veux pour preuve que la construction de la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Anéron
L'ancienne cathédrale se trouvait à la plage. La première église construite à Anéron par les catholiques, c'est l'église d'Adido, l'église Sacré-Cœur de Jésus. Mais les Allemands ont construit Saint-Pierre-et-Paul là où se trouve le collège. Mais quand la mer commence par gagner du terrain, en 1962, Dossé étant fraîchement ordonné évêque, il a voulu qu'on déplace l'église vers le lieu où la cathédrale se trouve actuellement. Et là où se trouve l'autel de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, la Néron, c'était avant, c'est une partie du couvent. Puisque le couvent se trouve tout juste derrière. Non, c'est derrière. Tout juste derrière la cathédrale, il y a le couvent. Donc là où se trouve l'autel, c'est les vaudouisants qui ont cédé cette partie. C'est comme ce qui est à Ouida, où le temple du Python se trouve en face de la basilique mineure, Immaculée Conception. Pourquoi? Parce que les autochtones se sont dit, on ne sait pas ce que les Blancs ont apporté. On leur donnera une place, puisque nous sommes toujours ici, on va les observer. Donc voilà. Donc, je disais qu'il y a une parfaite symbiose entre la religion traditionnelle et la religion importée. Ces deux religions ne se font pas la guerre. C'est une véritable richesse. Et la parfaite illustration de cette richesse, c'est la ville d'Anéron. On se croirait la ville d'Anéron, au festin de la nature, où la mer, le lac et la lagune convolent aux justes noces. Belle ville côtière, un joyau, un plaisir pour les yeux, une détente pour l'âme, une quiétude pour l'esprit. Je vous remercie. Parce qu'on a eu à voir des couleurs et après la dernière polémique du bleu, il n'y a que les couleurs blanc sale qui sortent. Bon, est-ce que c'est une manière de dire que les divinités sont fâchées ou bien les messages et la couleur de la pierre qui vient? Qui gérait la plage et qui payait des tribus au roi de Glidi, qu'on appelle Aputanou. C'était les Adigo au premier abord. Ensuite, il y a eu les Lawson, parce que les Lawson sont les neveux directs des rois de Glidi, puisque l'ancêtre des Lawson a pour maman Adakouéhon, qui est une des enfants du deuxième roi de Glidi. Adakouéhon est une fille du roi Assongondadien. Donc, les Lawson se considèrent, et ils le sont, comme des princes de Glidi. Mais de par le sang de leur maman. Comme Georges à côté, Zankley Lawson a été à Londres et a étudié, le roi de Glidi, lui faisant plus confiance, lui a confié le registre. Donc il y a les Adigo, il y a les Lawson qui sont les Akagman et à Glidi. Entre-temps, et ceux qui sont les Akagman et ceux qui sont les Adigo ne veulent plus reverser les droits de douane qui sont les Aputanou au roi de Glidi. Chacun voulant se libérer de la tutelle de Glidi parce que Glidi devenant de plus en plus faible. Donc, il y a eu cette guerre de 1821 qui a fait que les Akagman ont gagné les Adigo. Et c'est à partir de mars 1821 que les Lawson ont commencé par devenir des chefs à Anéron. Pour eux,
ils ont gagné la guerre. Donc c'est pourquoi ils ont pris le titre de Ahuahoton. Pour les Adigo, ils disent que c'est eux qui sont venus fonder Anéhor. Que les plats et les pédas qui étaient là étaient des pêcheurs saisonniers. Que pour la sédentarité, c'est eux. Donc c'est pourquoi, entre-temps, après la guerre de 1821, il y a eu d'autres guerres civiles. Mais c'est le président Olympio qui, en 1961, a appelé les Lawson et les Adigo pour dire: moi, je reconnais les deux trônes à Anéhor. Et il y a eu une grande cérémonie de paix qui s'est déroulée au stade de Kota. C'est depuis ce jour que Anéhor, considéré comme canton mais qui n'a pas de village, on a deux chefs, les Adigo et les Lawson. Et plus ceux qui sont les tout premiers, le roi de Glidi. Voilà. Pourquoi la couleur après l'épisode du bleu unir? Il n'y a que des blancs. En fait, c'est quand on fait la cérémonie par les initiés à la forêt sacrée, il y a les Bokono qui sont là, qui font les consultations. La pierre peut vouloir prendre la couleur noire. On va demander pourquoi. Si elle prenait la couleur noire, qu'est-ce qui peut se passer? Et si on faisait, quel sacrifice peut-on faire pour atténuer l'effet? Et les dieux préconisent. Et on fait ces sacrifices jusqu'à ce que on arrive à une synthèse. Et la pierre dit: maintenant, je vais prendre cette couleur. La dernière couleur, qui était la couleur blanchâtre, la pierre a carrément dit qu'il y a une désunion entre les chefs, entre les prêtres et le peuple, qu'il faut faire des sacrifices. En 1939, ceux qui sont plus âgés vous diront que la pierre qu'on a prise était de couleur rouge et que la pierre avait prédit la guerre. Et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas non. Il est vrai que, bon, par les temps qui courent, chacun veut tirer le drap de son côté. Il y a eu un peu de politisation, mais je crois que les choses sont revenues à la normale et qu'il ne faut pas blaguer avec le spirituel. Parce que le spirituel, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est ce qui peut faire très mal. Entre nous deux, on peut se fâcher et se pardonner. Mais quand les esprits se fâchent, c'est difficile de les calmer. Puisque souvent, on ne le sait pas. Donc voilà. Donc ce n'est pas de gaieté du cœur que les... Non. C'est la pierre même qui demande, après sacrifice, sacrifice sur sacrifice, que je veux prendre telle couleur. Et elle prend la couleur et puis on vient délivrer le message. Ce n'est pas la couleur de la pierre qui importe, mais c'est le message que véhicule la pierre. C'est le message. Parce que c'est à partir de ce message qu'il faut aller faire des sacrifices. C'est comme une brevière. On dit, ou bien on dit les 10 commandements: tu ne voleras point. Tu sais que si tu voles, tu transgresses. Tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Si tu sais que tu fais ça, tu transgresses. Mais si tu fais ceci, on nous dit, si tu fais de l'aumône, si tu fais la prière, si tu fais le jeûne, si tu fais ceci, Dieu va agréer tes prières. Et on essaie de le faire. Donc, c'est la même chose. En fait, si nous prenons toute la côte de l'Ouest, la plus grande fête traditionnelle, qui est la fête identitaire, c'est la fête des Pépés. Ça fait 361 ans. Même la pénétration du christianisme n'a pas altéré les rites. Les rites se font tels que c'est fait depuis
663. Donc c'est une grande richesse qu'il faut préserver. Et même l'UNESCO a quand même reconnu. Et aujourd'hui, il y a l'Académie de Guingué qui essaie de faire un travail remarquable pour que Bachomé et autres soient considérés comme un patrimoine de l'UNESCO, immatériel de l'UNESCO. Donc, le processus est en cours. Prions pour que ça aboutisse. Voilà.